Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ce nouvel épisode dédié aux jeux de rôle. Attends, je pige pas. T'es pas censé vulgariser des univers de fiction à la base? Alors pas uniquement, j'explicite aussi tout ce qui a trait à certains stéréotypes de personnages, comme les vampires ou les sorcières. Mais aussi je m'attaque à certains types d'ouvrages ou de lectures qui sont parfois mal interprétés ou victimes de préjugés. Un peu comme les mangas ou, dans le cas présent, les jeux de rôle. C'est quoi ce bordel? Eh mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh non, pas encore lui. Jean Purin de la bétonnière? Mais comment t'as fait pour arriver jusque là? Qu'est-ce que tu croyais? Vu des compétences que t'imagines même pas. C'est pour ça que j'ai pu retrouver ta trace. S'il vous plaît, dites-moi où ils font, vous verrez après. Y'a quelqu'un veut faire son Universalis? Non mais s'il vous plaît, vous pouvez pas me dire où ils font? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bien sûr. Exactement. Et faites bien attention de vous faire payer cette humiliation que vous m'avez fait subir. C'est ça. Alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'asseoir dans un coin et on s'occupera de toi quand on aura le temps. Parce que là, tu vois, je commence un épisode sur le jeu de rôle. Sérieux? Bon bah d'accord. Oh, je m'attendais pas à ce qu'ils disent oui. Ah bah un passe-temps de geek boutonneux, ça pouvait que lui plaire. Un peu de respect pour le videur. Ouais, pour le coup, je suis de son avis. Critiquer le jeu de rôle en affirmant d'office que c'est réservé à des gros nerds asociaux, bah c'est exactement la même réaction que de dire que les dessins animés c'est réservé aux enfants. C'est le genre de préjugés qu'il faut combattre. Désolé. Ouais, t'as intérêt à avoir honte. Oui, alors, niveau préjugés débiles, je te rappelle que t'en as pas mal sur la conscience, toi. Donc, à ta place, je la ramènerai pas trop. Sur ce, c'est parti. Alors, quand on parle de jeu de rôle, ou JDR, on entend plus précisément jeu de rôle sur table. Parce que oui, sinon il y a plusieurs significations à cette activité. Mais commençons par le commencement. Igor, définition. Jeu de rôle. Technique ou activité mettant les participants dans la situation de jouer chacun le rôle d'un personnage. Situation au cours de laquelle une personne n'est pas sincère, mais adopte une posture, émet des opinions et se comporte selon des clichés ou des codes liés à sa fonction, à son statut, à son appartenance à un groupe. Donc du jeu de rôle à la base, c'est un peu comme un théâtre. Oui et non. Car si un acteur s'incarne effectivement dans un rôle qui n'est pas sa vraie personnalité, il devra suivre un script écrit à l'avance. Pour rester dans le même domaine d'idées, à savoir un JDR sur scène, ce qui correspondrait le plus, ce serait un théâtre d'improvisation, où aucune décision n'est prise à l'avance, chaque acteur et actrice réagissant en fonction des actions ou des paroles des autres. De la même manière, on peut assimiler ça aux enfants, qui vont s'imaginer dans des rôles de carrière comme pilote de course ou chasseur de dragons. Le JDR peut même être une forme d'apprentissage, en incitant des élèves à se mettre à la place d'autres personnes, et donc à leur faire mieux comprendre certains métiers ou activités. Dans un cas comme dans l'autre, nous nous trouvons face à deux conditions nécessaires pour que le JDR fonctionne. Tenir son rôle et savoir improviser. Et il y a d'autres formes de JDR? Bien sûr, on peut parler du jeu de rôle sexuel, où des amants vont incarner un personnage correspondant à leur fantasme, ce qui, pour le peu que j'en sais, est souvent le cas dans le BDSM. Et t'en sais pas plus sur le BDSM? Non. Et tu veux pas en savoir plus? Non. Et bien évidemment, il y a le jeu vidéo de rôle, les fameux RPG pour Role Playing Game, qui peuvent être massivement multijoueurs. D'où le fameux acronyme de... MEPORG. Non, pas MEPORG, c'est MMORPG. Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Connard. Ces jeux vous invitent à incarner un personnage et à le faire évoluer dans un univers précis. Et un des points les plus caractéristiques du jeu de rôle, c'est la notion d'expérience et de niveau. Puisqu'un personnage, en fonction des quêtes qu'il accomplira ou des actions qu'il effectuera, pourra devenir de plus en plus fort et efficace. Et on fait une dernière déviation avec le GN, qui est un jeu de rôle grandeur nature. Et qui consiste à jouer une partie de JDR en grandeur nature. Ouais, des fois, faut pas chercher bien loin. Le JDR sur table, ou Tabletop Role Playing Game pour les anglophones, il n'est pas si ancien que ça. Il faut chercher ses origines dans les Wargames.
Les wargames, ce sont des jeux de plateau offrant une simulation guerrière, réclamant de la stratégie et une gestion des ressources pour obtenir la victoire. Les wargames peuvent être historiques, ou se téléporter dans un univers de fantasy ou de science-fiction. Et oui, généralement quand vous voyez de grands enfants qui s'éclatent à peindre des centaines de figurines pour les étaler sur un immense terrain de jeu à échelle réduite, c'est pour du wargame. Et ça a été inventé quand le wargame au juste? Oulalalalala, ça va être un peu dur de répondre, parce qu'on peut considérer que ça date de la nuit des temps. Techniquement, le jeu d'échecs est une forme de wargame, et de fait les ancêtres des échecs, que sont le Weihe en Chine ou le Chaturanga en Inde, qui datent tous les deux plus ou moins du 8e siècle avant notre ère, sont également des wargames. Ouais, quand je vous dis que ça date, ça date. Pour ce qui est de la naissance du wargame tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas évident à définir. On peut s'attarder sur le Kriegspiel, inventé au 19e siècle par l'armée de Prusse, même si à cette époque, c'était plus un moyen d'enseigner la stratégie qu'un véritable jeu. Non, celui qu'on pourrait vraiment considérer comme le premier jeu de guerre accessible au grand public, il a été inventé en 1913 par H.G. Wells. Oui, Herbert George Wells, le grand précurseur de la science-fiction. L'auteur de La Guerre des Mondes, La Machine à explorer le temps, L'Homme invisible et beaucoup d'autres, a également publié un ouvrage de règles de jeu avec figurines, intitulé Little Wars, un jeu pour les garçons de 12 à 150 ans et pour toutes les femmes intelligentes qui n'aiment ni les livres ni les sports d'hommes. C'est vachement spécifique comme titre. Ouais. Alors, c'est super intéressant, hein, je dis pas le contraire, mais c'est quoi le rapport avec le jeu de rôle, juste? J'y viens. Dans les années 1960, il y a un monsieur qui est un très gros fan de wargames. Et ce monsieur, c'est Gary Gygax. Ou Gygax. Je sais pas comment ça se prononce en fait. Sauf que le Gary, il en avait un peu sa claque de toujours suivre une réalité historique dans les wargames. Ce que, entre parenthèses, je trouve totalement juste parce que c'est censé être des jeux. Si tu dois nécessairement respecter le cheminement des vraies guerres et donc qu'on sait dès le début qui va gagner la partie, je vois pas trop l'intérêt. Et pour rendre les jets de ces parties beaucoup plus fluides et moins limités qu'avec les classiques dés à 6 faces, il a donc eu recours aux dés à 20 faces. C'est lui qui les a inventés? Pas du tout. Là encore, on a affaire à quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Puisque pour ce qu'on en sait à l'heure actuelle, le plus ancien dé à 20 faces qui existe, il date de l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire entre l'an 300 et l'an 30 avant notre ère. Attends, t'es en train de dire qu'il y avait du JDR à l'époque? Peut-être pas. En vrai, on sait qu'il y avait les dés à 20 faces, par contre on sait pas trop à quoi ça servait. Peut-être pour des éléments religieux, mais y a rien de sûr. Et c'est en 1968, notamment avec l'aide de Jeff Perren, que vont naître les prémices du tout premier jeu de rôle. Donjons et Dragons! Perdu, Chainmail. Quoi? Revenons aux wargames. On l'a dit, les jeux bénéficient de figurines, et chacune représente un groupe de soldats. Mais ils ont eu une idée toute conne. Et si chaque figurine représentait un seul personnage? Oh mon Dieu! Alors oui, c'est tout con, mais fallait y penser. Et oui, pour être plus exact, Chainmail reste un wargame, mais il a développé une option de combat en 1 contre 1, où certaines pièces prenaient le rôle de héros uniques. Et en plus, Gygax étant particulièrement fan de l'univers de Conan le Cimmérien, de Robert Howard, il a décidé d'inclure dans les règles de Chainmail des éléments de fantasy. Chainmail sort en 1971 et casse la baraque. Mais pour que son descendant officiel finisse par voir le jour, il faudra alors l'implication de Dave Arneson. Alors simple étudiant, le jeune homme va apporter pratiquement tous les éléments classiques qu'on assimile au JDR en général, et à Donjons et Dragons en particulier. C'est lui qui a mis en place le fait que chaque joueur incarnait un seul et unique personnage, il a inventé un très grand nombre de monstres, et comme ses joueurs prenaient plaisir à utiliser leur perso, il a compris que ce serait bien s'ils pouvaient continuer à les jouer. Donc exit toute fin définitive du jeu, pour implémenter un système de gain de niveau. Et c'est également lui qui invente plus ou moins le rôle du maître du jeu. Le quoi? J'explique tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, Gygax tombe sous le charme de cette nouvelle version, mais a quelques difficultés à la faire distribuer. La plupart des éditeurs ne voyant pas trop l'intérêt du bousin. Quoi? Un jeu qui se termine jamais, sans gagner en y perdant? Aucun avenir! Ce qui pousse Gary à lancer sa propre entreprise d'édition, à savoir Tactical Studies Rules, pour imprimer 1 millier d'exemplaires du premier manuel de Donjons et Dragons en 1974. Laisse-moi deviner, ça a été un échec? Au contraire, un véritable succès. En 10 mois, les 1000 exemplaires étaient vendus, et pour satisfaire la demande, il doit carrément en imprimer le double. La vache! Le succès fut tel qu'en plus d'inspirations plus ou moins assumées, telles que Tunnels et Trolls en 1975 ou Chivalry and Sorcery en 1977, on voit apparaître les premiers JDR alloués au western avec Boot Hill en 1975 ou à la science-fiction avec Metamorphosis Alpha en 1977, suivi de près par Traveller. Quant au tout premier JDR français, il s'agit de L'Ultime Épreuve, paru en 1983 dans nos fromagères contrées.
Et après, ce fut l'escalade. Les différents styles de JDR se multipliant et se spécialisant, reprenant parfois les mêmes systèmes de jeu ou au contraire en les modifiant en profondeur, ce qui va conduire à l'apparition des grands noms du genre, tels que RuneQuest, L'Appel de Cthulhu, Cyberpunk 2013, Vampire la Mascarade, Le Livre des 5 Anneaux, etc., etc., etc. Et les premiers JDR vidéoludiques, ils sont arrivés quand? En 1976, avec Colossal Cave Adventure de William Crover. Un jeu de rôle solo et textuel qui est probablement un des plus grands tremplins de l'évolution du jeu vidéo. Apparaîtront alors les grands noms du style, tels que Rogue, Final Fantasy, Fallout, The Elder Scrolls, Dragon Quest, et ainsi de suite, la liste est longue. Et le tout premier jeu vidéo de rôle officiellement considéré comme tel, c'est D&D en 1975. Ça a pas l'air si méchant en fait. Et ça ne l'est absolument pas. Mais alors pourquoi j'en ai toujours entendu parler comme si ce jeu était l'incarnation de Satan sur Terre? Eh bien, malheureusement, comme le jeu vidéo à l'heure actuelle, le JDR a soulevé un certain nombre de polémiques. Et la plus importante, que dis-je, la principale d'entre elles, c'est l'affaire James Dallas Egbert III. Oui, alors dit comme ça, on croit à le titre d'un roman d'Agatha Christie, mais je vous jure que c'est vrai. Bon, par contre, soyez prévenus, je vais simplifier le tout à l'extrême. Le jeune James Dallas Egbert, troisième du nom, que je vais appeler Dallas pour faire simple, jeune prodige de 16 ans et fervent adepte de Donjons et Dragons, disparaît de son université. Très inquiète, sa famille en vient à engager le détective privé William Deere pour retrouver l'adolescent. Deere se lance dans une enquête et découvre plusieurs indices lui permettant d'étayer quelques hypothèses. Fais feu Fano qui a pouillé la réputation de Donjons et Dragons. Alors oui, mais c'est pas si simple et encore moins volontaire. Déjà, Deere avait fait l'effort de véritablement essayer de comprendre le JDR et avait même engagé des maîtres du jeu pour l'intégrer à une partie, pour pouvoir ainsi mieux se mettre à la place du jeune Dallas et comprendre ce qui pouvait l'attirer dans un tel passe-temps. Ensuite, parmi toutes les hypothèses qu'il a eues sur le sort du garçon, il en avait plusieurs. Suicide, fugue, overdose, enlèvement par des pédophiles, mort accidentelle, assassinat. Car oui, Deere avait fini par comprendre que non seulement Dallas prenait de la drogue, mais aussi qu'il était homosexuel. Et parmi toutes ces pistes, il avait envisagé que Dallas soit tellement identifié à son personnage de Donjons et Dragons que, perdant toute capacité à distinguer réalité et fiction, il se soit fichu dans le pétrin sans même en avoir conscience. Sauf que, quand est arrivée la possibilité de recourir aux médias, Deere était pas super chaud de révéler toutes les suppositions, soit pour protéger la réputation du gosse et de sa famille, soit pour ne pas effrayer les potentiels ravisseurs qui auraient pu décider de le liquider. Alors à côté, la réputation d'un jeu de société, ça pesait pas bien lourd. Malheureusement, quand quelque chose d'aussi underground arrive à l'oreille des médias traditionnels, qui plus est quand on envisage que ce soit mêlé de près ou de loin à une affaire sordide, eh bien ça ne peut que s'envenimer. Ça a été le cas avec l'apparition de certaines associations, et notamment celle du BAD en 1983, fondée par une femme affirmant que le suicide de son fils était lié au JDR. Et attendez, vous avez pas entendu de quelle manière le BAD décrivait Donjons et Dragons? Un jeu de rôle de fantasy qui use de la démonologie, la sorcellerie, le vaudou, du meurtre, du viol, du blasphème, des suicides, des assassinats, des insanités, de la perversion sexuelle, de l'homosexualité, de la prostitution, des rituels sataniques, des jeux d'argent, du barbarisme, du cannibalisme, du sadisme, de la profanation, des invocations démoniaques, de la nécromancie, de la divination et autres enseignements. Ok, et comme si ça ne suffisait pas, je pense pas que ça ait enfoncé le clou dans le cercueil du JDR, mais à mon avis ça a dû bien y contribuer, la sortie du téléfilm Les Monstres du Labyrinthe en 1982, adapté du roman Mazes and Monsters de Rona Jaffe, sorti en 1981. De là à dire que l'affaire Egbert a été bien profitable à certains, il n'y a qu'un pas. L'histoire suit les péripéties d'un groupe de Jones souhaitant entamer une partie de JDR en live, mais l'un d'entre eux, incarné par le tout jeune Tom Hanks, finit par ne plus être capable de différencier fiction et réalité. Et voilà comment détruire une réputation d'un jeu innocent en seulement quelques années. Et le petit Dallas, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien en fait, à cause de sa situation, de sa mère très autoritaire et sa peur d'avouer son homosexualité, le gamin a sombré dans la dépression. Il a fugué avec l'intention de se foutre en l'air, mais sans oser aller jusqu'au bout. Deere le retrouvera, mais il ne se remettra jamais totalement, et finira par se suicider moins d'1 an plus tard. On passe à l'examen de ce qu'est le JDR, histoire de remettre un peu de bonne ambiance? Je vais lancer. J'en étais sûr. Alors, un JDR se décompose ainsi. Premièrement, il vous faut des joueurs. Le nombre varie, même si la plupart du temps, 3 ou 4 personnes suffisent à faire une bonne partie. En plus des joueurs, nous avons le maître du jeu. On va peut-être enfin savoir ce que c'est en fin de compte. J'y viens, promis. Pour tout équipement, vous aurez besoin d'une table avec autant de chaises que de participants, d'un livre de règles, de dés précis variables en fonction du JDR, et c'est tout. Pardon? Tu fiches de nous? Bon, ok, j'avoue, faut aussi un crayon à papier et des fiches pour vos personnages. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter des pions et des cartes pour vous aider à mieux vous représenter certains lieux. Mais en dehors de ça, non, il y a besoin de rien d'autre. Attends, t'es sérieux?
Quel rapport entre des RPG de fantasy et un JDR alors? Eh ben, c'est tout con. Le jeu de rôle, c'est... Un monde de pure imagination. Regardez, vous verrez que c'est votre imagination. Car oui, ici, pas besoin de plateau, ou de vidéo, ou d'un quelconque effet spécial en image de synthèse dégueulasse. Ici, tout le boulot, c'est le maître du jeu qui va s'y coller. Comme je vous le disais, le livre de règles est important pour une bonne partie, pas tellement pour les joueurs, qui eux peuvent tenter l'aventure les mains dans les poches. En revanche, le maître du donjon, ou maître du jeu, qu'on appelle souvent MJ pour pas se faire chier, lui, il va devoir se farcir en intégralité les livres de règles et les assimiler pour savoir comment fonctionne l'univers. Son environnement, ses peuples, ses lois et la manière dont les personnages vont y agir. L'épreuve suivante, c'est la création de personnages. Chaque joueur possède une fiche lui permettant de se créer un personnage à sa guise, et où là, il est à peu près libre de se concevoir ce qu'il veut. Un homme, une femme, un humain, un elfe, un mort-vivant, dans les limites de l'univers évidemment. Hein. Si vous demandez à vous créer un robot dans un JDR sur le Seigneur des Anneaux, il y a de fortes chances pour que le MJ vous foute dehors à coups de pompe dans le derche. Chaque personnage possède des caractéristiques qui peuvent être déterminées soit aléatoirement par un jet de dés, soit grâce à un certain nombre de points distribués à votre guise. Et une fois votre perso créé, vous allez enfin pouvoir suivre l'histoire du jeu. Quelle histoire? Eh bien, celle que le MJ vous aura concoctée. Ouais, quand je vous disais que dans une partie de JDR, c'est le MJ qui se tape tout le boulot, c'est véridique. Le MJ analyse l'univers et écrit un scénario afin de permettre aux joueurs d'utiliser leur personnage à leur plein potentiel. Et ce sera quel genre d'histoire? D'ordinaire, ce sera en rapport avec l'univers dans lequel on évolue. Plus de l'heroic fantasy hack and slash dans du Pathfinder, de l'enquête surnaturelle teintée d'horreur dans l'appel de Cthulhu, et en même temps, rien n'empêche d'explorer d'autres genres d'intrigues. Pour l'exemple, mes joueurs se sont mis à suivre une enquête policière dans In Nomine Satanis, j'ai participé à une comédie romantique dans Vampire la Mascarade, donc c'est très libre. D'ailleurs, l'adaptabilité du MJ et des joueurs est un énorme plus par rapport aux jeux vidéo. L'intelligence artificielle qui gouverne les RPG d'aujourd'hui est encore trop faible et ne parvient pas à s'accommoder en dehors de cadres très précis. D'une manière, c'est bien, parce que, faut pas déconner, imaginez que vous vous retrouvez face à un ennemi qui s'adapte constamment à vos assauts jusqu'à devenir imbattable, je pense que le jeu va vite finir à la poubelle. Mais le cas contraire n'est pas mieux. Une IA qui n'est pas capable de s'adapter reste limitée, et confine le joueur dans un cadre dont il ne pourra jamais s'extraire. Ce qui fait que, les développeurs ne pouvant improviser au fil des actions du joueur, ils doivent alors envisager une autre alternative, prévoir le plus de réactions possible. Et ça, c'est toujours limité. Mais si c'est juste raconter une histoire et la suivre, à quoi ils servent les dés? Eh bien justement, les dés sont, en quelque sorte, le dieu du JDR. Même le MJ doit s'incliner devant leurs résultats. Par exemple, si tu veux frapper un adversaire, il faudra regarder ta fiche de personnage pour déterminer ton score en combat. En fonction de ce chiffre, tu lanceras un ou plusieurs dés pour déterminer si tes caractéristiques sont suffisantes pour atteindre ta cible. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, bien sûr. Les dés sont utilisés pour de nombreuses raisons, qu'il s'agisse de négocier, de draguer, de remporter un bras de fer, de repérer un indice, de crocheter une serrure. Et c'est là que se joue l'importance des caractéristiques. Un voleur très agile de ses doigts pourra facilement déverrouiller un cadenas, ce qui sera beaucoup plus difficile pour un chevalier en armure lourde. Et on a aussi le cas des réussites et des échecs critiques. À savoir, un jet tellement réussi ou tellement raté qu'il aura des conséquences à plus ou moins long terme. Pour l'exemple, un échec critique dans Magna Veritas a valu à un de mes joueurs d'être téléporté en pleine préhistoire pendant 2 siècles. Il avait offensé son archange. Ou alors, plus marrant encore, enfin surtout pour moi, une partie de l'appel de Cthulhu où un de mes joueurs a voulu s'emparer d'une hache accrochée au mur. Échec critique. La hache est tombée et lui a coupé le pied en 2. À l'heure actuelle, je crois qu'il m'en veut encore. T'as coupé le pied d'un de tes joueurs? Pas un de mes joueurs, voyons, à son personnage. Les joueurs, eux, restent assis à leur table et ne font que lancer les dés. Ils ne subissent jamais de véritables blessures. On se contente seulement d'utiliser l'imagination. Et tout se joue à coups de dés. Oui madame, même si les dés ne sont pas toujours les mêmes d'un JDR à l'autre. Donjons et Dragons se sert d'un dé à 20 faces, In Nomine Satanis et Magna Veritas utilisent 3 dés à 6 faces, l'appel de Cthulhu un dé à 100 faces. Bon, le dé 100 c'est une manière de dire, hein. En général on utilise 2 dés à 10 faces, un pour les unités et un pour les dizaines. Non parce que un seul dé à 100 faces, ça existe, mais ça doit être bien galère à utiliser. Et si jamais tous les personnages meurent dans le jeu, qu'est-ce qui se passe? Là, ça dépend des MJ. La quasi-totalité des maîtres du jeu n'ont qu'un seul objectif. Ils ont amoureusement créé leur scénario, et donc ils veulent que les joueurs le testent, qu'ils tombent dans des pièges, qu'ils affrontent des ennemis qu'il a placés sur leur chemin. Et souvent, voir tout le groupe crever, ça les arrange pas. Raison pour laquelle un miracle de dernière minute peut facilement intervenir. Mais pas toujours. Car oui, on arrive à un point à retenir, beaucoup de MJ sont des sadiques.
C'est un véritable plaisir de faire souffrir les personnages des joueurs, juste en les voyant tomber dans des pièges que vous aviez spécifiquement dressés pour eux. Mais c'est pas un peu injuste? Comment ça? Bah, tu viens de dire que le MJ a tous les pouvoirs, donc s'il veut torturer les joueurs, y a absolument rien qui l'en empêche. Ah non! Car le MJ se doit de respecter une certaine équité dans son sadisme. Certes, il peut tendre des pièges, mais les joueurs doivent toujours pouvoir y réagir. Si les joueurs sont condamnés à mort quoi qu'ils fassent, eh ben ça veut dire qu'ils sont dirigés par un mauvais MJ. Pour ma part, lorsque je maîtrise une partie de l'appel de Cthulhu, un JDR qui est réputé pour tuer beaucoup de personnages, je réclame toujours à mes joueurs de se créer plusieurs persos d'avance, afin de les réintégrer au plus vite dans la partie en cas de décès. Bien sûr, je mets beaucoup de pièces sur la route, mais si les joueurs finissent par renoncer parce que c'est trop dur, alors ils ne verront jamais la fin de ma campagne. Et ça, c'est pas mon but. C'est réservé à un public particulier? Ouais, fais pas fait pour les gros veufs. Tu sais, j'ai toujours ma clé à molette. Alors de toute manière, non, il n'y a pas de public précis. En tout cas, ça dépend du JDR. Quant au sexe des joueurs, navré de te l'apprendre JP, mais tu te trompes encore une fois. Puisque début 2020, l'éditeur de Wizard of the Coast a estimé que sur les 40 millions d'adeptes de Donjons et Dragons, il y avait 39% de femmes. Mais j'ai entendu parler d'un truc assez bizarre par contre à propos du JDR. C'était un truc qui faisait vachement polémique aussi, mais du côté des joueurs cette fois. Ah bon? Et c'était quoi? La X-Card. Oui, en effet, ça c'est un point assez délicat. La X-Card est un système officieux inventé par John Stavropoulos. C'est qui? J'en sais rien et je m'en fous. La X-Card a été créée afin de régler certains soucis de sensibilité. En gros, si jamais au cours de la partie, un joueur venait à être dérangé par un élément du jeu, il aurait la possibilité de brandir la X-Card, lui permettant d'annuler une décision ou une action du MJ, et ce, sans avoir à se justifier. Et permettez-moi de le dire, franchement, c'est un concept de merde. Au-delà du fait que le MJ, qui a passé des heures et des heures à travailler sur un scénario, peut voir ce dernier pulvérisé sans aucune justification, et pareil pour les autres joueurs, moins sensibles, qui pourraient alors voir leur session de jeu écourtée pour des raisons incompréhensibles. Donc pour toi, la sensibilité des gens devrait être sacrifiée sur l'autel du JDR. À cette question, je répondrai que non, mais qu'il y a une manière beaucoup plus simple de régler le problème. Parlez avec le MJ. Si vous allez discuter avec le maître du jeu, que vous l'interrogez sur l'ambiance du scénario ou que vous lui confiez que vous n'êtes pas à l'aise avec certains sujets, il sera alors préparé à cette éventualité. Soit il adaptera le scénario en évitant le problème en question, soit il vous conseillera de ne pas y participer. Mais refuser un joueur, c'est une forme d'exclusion, non? Pas nécessairement. Tenez, une fois, j'ai participé à des sessions d'introduction au JDR. En gros, plusieurs MJ avaient préparé de courts scénarios et accueillaient des néophytes pour leur permettre de découvrir l'ambiance des jeux de rôle. Et à la table d'un maître du jeu orienté sur l'appel de Cthulhu, une adolescente est venue nous voir pour nous dire qu'elle voulait découvrir, mais qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec l'horreur. Le MJ l'a donc orientée vers d'autres tables avec des univers plus soft. Du coup, elle s'est mise à un JDR sur Star Wars et elle a beaucoup aimé. Alors que si on l'avait enrôlée sur de Cthulhu, elle se serait probablement sentie très mal à l'aise et n'aurait pas apprécié l'expérience. Un bon maître du jeu reste à l'écoute de ses joueurs. Il m'est déjà arrivé d'écourter une description un peu trop gore à la demande d'un joueur. On m'a pas refusé que le perso meure, on m'a juste demandé d'épargner quelques détails, y a rien de mal là-dedans. Et dans le cas où le MJ refuse de s'accommoder, ou s'il te ment pour te forcer à jouer quand même? Bah à ce moment-là, le problème il vient pas du JDR, il vient du MJ. Et malheureusement, ça c'est un ennui avec tous les êtres humains. Je considère que le JDR est une excellente forme de divertissement, qui bien employé apporte beaucoup de fun à tous ses participants. Mais les humains étant ce qu'ils sont, on peut toujours avoir de mauvaises expériences. Des joueurs qui ne vont pas réussir à se détacher de leur personnage et prendre pour argent comptant toutes les remarques in-game, ou pire, de mauvais perdants qui s'emporteront à force de rater les jets de dés, ou iront même jusqu'à tricher ou mentir. Mais là encore, le problème ne vient pas du jeu, il vient des humains. C'est d'ailleurs pour cette raison que je déconseille souvent les sessions avec des inconnus. Privilégiez les parties entre amis, ou au minimum avec des personnes que vous connaissez déjà. Ça n'empêchera pas les mauvaises surprises, car le risque zéro n'existe pas, mais ce sera déjà beaucoup plus sûr et plaisant. Et ben en fait, niveau adaptation dans la pop culture, c'est un peu compliqué. Puisque les univers peuvent être portés sur grand ou petit écran, l'appel de Cthulhu a eu droit à un assez grand nombre d'adaptations vidéoludiques. Ceci dit, l'univers de Lovecraft a inspiré tellement de monde que c'est assez compliqué de définir si c'est une adaptation du jeu de rôle ou une adaptation des livres. Mutant Chronicles ou encore Donjons et Dragons ont été adaptés en film, et le père des JDR est également devenu un dessin animé pour enfants. Ouais, rigolez pas trop hein. Ce dessin animé a énormément aidé à redorer le blason du JDR. Alors oui, c'était une série très mauvaise, mais elle a eu un impact positif. Et là encore, d'autres univers ont pu se voir adaptés au format de JDR sur table. Le Seigneur des Anneaux, The Witcher, Star Wars, Star Trek, je dirais même qu'une œuvre de la culture pop a plus de chances d'être adaptée en jeu de rôle que l'inverse. C'est d'ailleurs un dernier point à relever au niveau adaptation, le médium lui-même.
puisque c'est là encore assez rare, mais représenter le divertissement tel quel peut aussi être intéressant, comme la série de Stranger Things, dont les enfants jouent assez régulièrement à des parties de Donjons et Dragons. On a un épisode de Community qui lui est entièrement dédié, le personnage de Léa est une rôliste confirmée dans la BD Alyssa, Knights of Badaddom est presque entièrement centré sur du GN, mais c'est vrai que là encore, en termes de représentation, le JDR est un peu en retrait. Attendez, je réalise un truc. On a fait une série sur les échecs et tout le monde s'est mis à y jouer. Est-ce qu'on peut tenter une série sur le monde du JDR? Ah, parce que je suis sûr que ça serait vachement cool en fait. Au pire, on met Anya Taylor-Joy dans le rôle principal, hein, je sais pas moi. Et voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le JDR papier. Je vous invite donc à me retrouver pour un prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à vous lancer dans le jeu de rôle, je suis sûr que ça vous plaira. Enfin, évitez juste d'enchaîner les échecs critiques, à force, c'est pas très bon pour le moral. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.